Ladies and gentlemen, can I please have your attention? And I need all of you to stop what you're doing and listen. You are fake news. I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public. Great story, compelling and rich. The media is really the word, I think one of the greatest of all terms I've come up with is fake. Are you sure? Absolutely 100% positive. It isn't like fish and chips. Don't we love that term, fake? What we've learned about fake over the last little while. Fake news. Great, Odin's Raven. CNN, fake. Oh! It's fake, phony, fake. « 2017 a été marqué par une invraisemblable accumulation de révélations sur l'impact des réseaux sociaux dans la propagation des fausses informations. États-Unis, France, Angleterre, Allemagne, de plus en plus de pays semblent être touchés. Une situation qui profite à quelques trolls des réseaux sociaux, mais qui semble également bénéficier à deux majeures plateformes que sont Facebook et Twitter. Vous écoutez Wires and Lights in a Box, je suis Geraldo Lubovitch. This instrument can teach, it can illuminate, yes, and even it can inspire. But it can do so only to the extent that humans are determined to use it to those ends. Otherwise, it's nothing but wires and lights in a box. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Quelques jours après l'inauguration de Donald Trump à la présidence des États-Unis le 2 février 2017, une des conseillères de Donald Trump, Kellyanne Conway, répond aux questions de Chris Matthews, présentateur vedette du show Hardball de la chaîne MSNBC. Conway évolue dans l'entourage de Donald Trump depuis le début de la campagne présidentielle et gère sa communication depuis août 2016. Elle correspond en tout point à l'archétype même que recherchent les chaînes d'infos continues américaines. Langue de bois et mauvaise foi comme arme de poing, elle devient très vite la coqueluche des plateaux télé et de la presse écrite. Ce jour-là, donc sur le plateau de Hardball, il s'agit de défendre l'executive order portant sur l'immigration ban du tout nouveau président fraîchement élu à la Maison-Blanche. Et voilà ce qui arrive. President Obama had a 6-month ban on the Iraqi refugee program after 2 Iraqis came here to this country, were radicalized, and they were the masterminds behind the Bowling Green massacre. I mean, most people don't know that because it didn't get covered. Yes, it didn't get covered on the flimsy excuse that there was no Bowling Green massacre. But I think we all remember where we were when we didn't hear that nothing had happened. Le massacre de Bowling Green n'a en réalité jamais eu lieu. Bowling Green est une petite ville perdue au milieu du Kentucky, située à l'est des États-Unis, et n'a connu comme seul événement notable ces dernières années que l'arrestation en 2011 de 2 citoyens irakiens pour détention d'armes et tentative de financement d'organisations terroristes. Aucune trace de massacre ou de tueurs fous dans les archives du Bowling Green Daily News, le journal de la ville. Dans les jours qui suivent, Conway invoque évidemment l'erreur d'interprétation et tente de noyer le poisson. Mais le mal est déjà fait et dans les quelques heures qui suivent, les réseaux sociaux, qui ont relayé la petite phrase, sont en feu. Certains même reprennent avec humour le dispositif Safety Check de Facebook en déclarant avoir échappé au faux massacre. Une petite erreur, pourtant pas si innocente, puisqu'à la suite de cette déclaration, la moitié des électeurs de Donald Trump déclarent croire les propos de Conway. Cette anecdote de la campagne américaine n'est pas isolée. Elle démontre même une certaine habileté à manipuler la réalité. Le Bowling Green Massacre ne vient pas de nulle part. Quelques jours avant, la même Kellyanne Conway déclare ceci. Answer the question of why the president asked the White House press secretary to come out in front of the podium and utter a falsehood. Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office on day one. Don't be so overly dramatic about it, Chuck. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains. Wait a minute. Alternative facts? Alternative facts for the 5 facts he uttered. En quelques mots, et en dépit de la stupéfaction de Chuck Todd, le présentateur de Meet the Press sur MSNBC, Kellyanne Conway fait soudainement passer de fausses infos, ou de vrais mensonges, pour les arguments les plus acceptables dans le débat public.
Il ne s'agit plus de fausses informations, mais d'un point de vue différent sur la réalité, dit-elle. Une réalité alternative. Les fake news accèdent à un nouveau statut, légitimé par la parole d'une représentante de l'administration Trump. Comme la campagne américaine de 2016 l'avait laissé présager, la vague des informations toxiques s'élance fin 2016 sur l'Occident. Entretenue par Donald Trump et sa frénésie de tweets incendiaires, la guerre des déclarations approximatives s'enclenche. Les coups s'enchaînent. Donald Trump contre les médias, contre BuzzFeed et surtout contre CNN. BuzzFeed, which is a failing pile of garbage, and as far as CNN going out of their way to build it up, it was just reported. Saisi au milieu de ce combat, le peuple américain compte les points quand il ne relaie pas les fausses déclarations et les allégations outrageuses du président Trump. D'un côté, les fake news pour CNN et les organes de presse mainstream. De l'autre côté, les alternative facts ou faits alternatifs pour les tenants du pouvoir. La bataille pour l'information commence. Une bataille au cœur de laquelle les réseaux sociaux jouent désormais un rôle prépondérant en relayant en quelques minutes les pires déclarations, les pires fausses informations totalement virales et fabriquées pour se diffuser comme la peste. Dans le cas du Bowling Green Massacre, les réseaux sociaux sont intervenus après les déclarations de Conway, mais avant cela, un autre fait divers avait secoué la campagne américaine. Un fait divers fabriqué sur le web par des experts de la désinformation. A man in Washington state was arrested after he was shown waving an AK-47 and a pistol and indicating that he had had a conversation with Donald Trump and needed to go after so-called lizard people. Fake news, real gunfire. A North Carolina man arrested in a D.C. pizza shop after brandishing a gun, telling police he was there to investigate a conspiracy theory called Pizzagate. L'histoire du Pizzagate est peut-être une des fake news les plus marquantes de la très dense campagne américaine. En France, nous y avons largement échappé, mais aux États-Unis, cette histoire a bouleversé les programmes des chaînes info continues un après-midi de décembre, bloqué tout un quartier de Washington DC et tenu en haleine les Américains pendant les jours suivants. Tout commence en mars 2016. Le compte mail personnel de John Podesta, alors manager de campagne d'Hillary Clinton, est l'objet d'une cyberattaque dont la responsabilité sera plus tard attribuée au groupe Fancy Bear, un groupe de hackers proche des services secrets russes. Podesta est un proche de la famille Clinton. Il a servi comme Chief of Staff sous Bill Clinton et dirige la campagne d'Hillary. Sa position est donc stratégique et elle en fait une cible de choix pour les républicains, bien sûr, mais aussi pour les détracteurs d'Hillary Clinton. En mars donc, ces mails privés sont piratés, puis quelques mois plus tard, en octobre 2016, les 20 000 pages regroupant les mails sont publiées par Wikileaks. L'affaire fait bien entendu le tour des médias et enflamme les réseaux sociaux. Si une majorité de ces mails contiennent un certain nombre d'informations sensibles, liées directement ou indirectement à la campagne, certains lecteurs de Wikileaks croient y trouver des références ou des codes cachés indiquant l'existence d'un trafic humain, ainsi que celle d'un réseau pédophile directement lié au Parti démocrate. Le soi-disant réseau s'appuierait sur une chaîne de restaurants pour abriter ses activités, dont une pizzeria en particulier que fréquente régulièrement John Podesta, le Comet Ping Pong. Napoleon, Alexander the Great, Donald Trump. We're all cut from the same cloth, and that cloth is very, very large. It's not too big, is it? No. Why do New Yorkers have such big mouths? Go big or go home. Because they eat big pizza like the big New Yorker from Pizza Hut. L'après-midi du 4 décembre 2016, Edgar Madison Welch, résident de Salisbury en Caroline du Nord, veut en avoir le cœur net. Il prend sa voiture, direction le 5037 Connecticut Avenue à Washington. Persuadé de la véracité des informations qu'il a glanées sur Internet, qui toutes confirment la présence d'enfants captifs dans le sous-sol du Comet Ping Pong, Welch s'en va délivrer les prisonniers de la pizzeria. Seul problème, au 5037 Connecticut Avenue, il n'y a ni sous-sol, ni enfants prisonniers dans la pizzeria. Les informations que Welch a consultées sur le web proviennent en réalité de sites conspirationnistes diffusant de fausses informations sur Twitter et Facebook. Après avoir menacé les clients du restaurant et le gérant, Welch est appréhendé par la police locale. Incrédule, il réalise son erreur, mais bien trop tard. Quelques jours après l'arrestation d'Edgar Welch, le New York Times publie un excellent article de Gregor H., John Young et Cecilia Kang détaillant la manière dont les fausses informations se sont propagées sur les réseaux.
L'article souligne notamment que l'évolution rapide de la fausse théorie a révélé l'impact des réseaux sociaux quand ils sont combinés aux fausses informations et comment cette combinaison a amené Welch à se rendre sur place armé et à menacer d'innocentes personnes. Pour vous donner une idée du niveau d'abstraction de certaines des prétendues preuves censées accréditer l'existence du réseau pédophile, voilà ce que contient un post publié sur le réseau social 4chan. En substance, un utilisateur postant anonymement depuis le Canada demande à la communauté de vérifier dans les leaks les mots à double entrée. Puis, il dresse une liste de ces mots. Hot dog serait le nom de code pour garçon. Pizza pour une fille. Cheese pour une petite fille. Pasta pour un petit garçon. Et sauce pour une orgie. Du pur délire, évidemment. Cette anecdote illustre parfaitement l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir lorsqu'ils véhiculent de fausses informations. Il ne s'agit pas de dire ici que Facebook, Twitter ou Google sont néfastes par nature, mais bien de souligner le potentiel danger de ces plateformes lorsqu'elles sont manipulées par des professionnels de la désinformation. Pourtant, depuis maintenant plus d'1 an, il ne se passe pas une semaine sans qu'une info faussée, déformée, partiellement tronquée ou clairement manipulée ne soit exhumée et panique la twittosphère ou les différents newsfeeds de Facebook. Aux États-Unis, certains sites s'en sont d'ailleurs fait une spécialité. Ils opèrent depuis des années et brassent des millions de dollars en exploitant la crédulité de leurs lecteurs. This is their plan, people. These are demons. Just like the Bible says, it's basically an intergalactic invasion into this space through people. I'm telling you, it's what all the ancients said, it's what they warned of, it's what we're dealing with. They're demons. They're freaking. La voix colérique que vous entendez est celle d'Alex Jones, le créateur de la chaîne conspirationniste d'extrême droite Infowars. Jones alimente depuis plus d'une dizaine d'années les pires théories conspirationnistes. Par exemple, le peuple lézard contrôle les États-Unis et dispose de relais partout dans l'administration, y compris auprès du président. Une théorie quand même suivie par près de 12 millions d'Américains tout de même. Ou encore, la tuerie de l'école de Sandy Hook n'est qu'une arnaque montée de toutes pièces par le gouvernement américain pour imposer une régulation drastique des armes à feu et mettre fin à la NRA. Ou enfin, une pizzeria de la banlieue de Washington DC abrite un réseau pédophile. Vous vous rappelez, le Pizzagate dont je vous parlais plus tôt? Eh bien, en effet, Jones est en partie à l'origine de cette histoire. Le patron d'Infowars est devenu à ce point incontournable qu'en mai dernier, il réussit à faire accréditer pour une journée par la Maison-Blanche un de ses employés grâce aux connexions entre lui et le nouveau locataire des lieux. La chaîne YouTube d'Alex Jones totalise aujourd'hui près de 1,3 milliard de vues et plus de 2 millions d'abonnés et passe souvent pour une voix alternative des médias mainstream. Plus de 800 000 fans relaient ses vidéos sur Facebook et Jones cumule avec Infowars sur Twitter près d'1 million de followers. Quand Jones éructe, ce sont des centaines de milliers d'internautes qui reçoivent sa vision toxique et paranoïaque. En fait, c'est tout un écosystème de désinformation qui s'est organisé en l'espace de quelques mois autour de la présidence Trump. De Stephen Bannon, président de Breitbart News, un autre site lié à l'extrême droite américaine, David Bossie, qui s'est illustré d'abord dans une campagne menée contre Bill Clinton, en passant par Rush Limbaugh et toute une armée de trolls et de conspirateurs de la première heure sur les réseaux sociaux. Face aux fake news, les réseaux contre-attaquent. Comme je viens de vous l'expliquer, le réseau sur lequel repose la production des infos toxiques est assez dense et bien implanté. Mais face à ce déferlement de fausses news, la réaction du public et des journaux ne se fait pas attendre. Dans les semaines qui suivent l'élection de Donald Trump, le New York Times voit ses abonnements décoller de plus de 250 000 abonnés. D'autres titres voient également leur trafic augmenter, par exemple le Washington Post qui en réaction ouvre une 60aine de postes éditoriaux supplémentaires début 2017 pour faire face à la demande éditoriale. Côté contre-mesure, les initiatives pour réduire les fake news et leurs effets se multiplient. En France, Le Monde et sa branche de fact-checking Les Décodeurs lancent le Décodex en janvier 2017.
Sorte d'annuaire des bonnes et des mauvaises publications où chacune d'entre elles sont pondérées en fonction de leur crédibilité, le Decodex provoque d'ailleurs la polémique suite à quelques erreurs de pondération. Aux États-Unis, l'activiste et journaliste Ellie Pariser, auteur de The Filter Bubble, également patron et fondateur d'Upworthy, crée un Google Doc intitulé « Media Redesign, the New Reality » pour tenter de designer une réponse collective contre les infos toxiques. Des centaines de contributions permettent en quelques semaines d'élaborer un document ultra riche et long de près de 140 pages où sont explorés les différents points sur lesquels il est possible d'agir pour se battre contre les fake news. Dans le même temps, Google et Facebook, conscients de leur implication dans la propagation des fausses infos, lancent tous les deux, début 2017, leur programme de fact-checking. Des initiatives qui sont salutaires tant l'implication de ces géants du net dans la propagation de fausses informations devient évidente. Reste que ces programmes permettent également aux deux géants d'améliorer leur image de marque, un poil écorné auprès du grand public, et notamment de leurs utilisateurs. Crosscheck est lancé en France en grande pompe dans l'amphithéâtre de Sciences Po à Paris le 6 février 2017. Mené par l'ONG américaine First Draft en partenariat avec Google News Lab, l'initiative rassemble près de 17 médias dont l'AFP, BuzzFeed News, France Média Monde, France TV, Le Monde et d'autres titres majeurs dont l'objectif consiste à fact-checker les infos douteuses publiées sur des sites d'information ou sur les réseaux sociaux. Seconde itération d'un processus commencé avec l'opération Electionland, destinée à documenter les problèmes liés au vote aux États-Unis en 2016, Crosscheck se conçoit comme un prologue à d'autres actions sur le territoire européen, notamment à l'occasion des élections allemandes du mois d'octobre 2017. En mai dernier, j'interviewais Claire Wardle de First Draft News qui m'expliquait les enjeux et l'action de l'opération Crosscheck. As humans, we like to gossip and we'll share information with each other and we're not 100% sure whether it's true, but that's kind of... En tant qu'humain, on aime les commérages. On partage des informations dont on n'est pas 100% certain, mais c'est la manière dont les humains interagissent. Si je dois faire un discours ou parler en public, je me dis qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis. Je ne peux pas relayer des rumeurs. Si je parle sur Twitter, j'ai aussi une responsabilité. Tout le monde a une responsabilité. C'est la même chose que de parler en public. Mais le problème, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent dire tout et n'importe quoi et partager tout et n'importe quoi. Aussi fou que ça puisse paraître, vous devez vérifier ce que vous partagez et faire attention à ce que vous dites. Les gens doivent le faire. En partageant de fausses informations, vous devenez un éditeur et vous faites partie d'un écosystème qui influence la pensée d'autres gens. Nous vivons à une époque où même les politiciens disent des choses incorrectes. Par exemple, Kellyanne Conway et le Bowling Green Massacre. Si quelqu'un avait cherché sur Google cette info, il aurait vite trouvé qu'il s'agissait en fait de 2 Irakiens vivant à Bowling Green qui avaient été arrêtés. Conway prétend qu'elle a fait une erreur et, à nouveau, une personne qui aurait mené des recherches aurait compris ça très vite. Je comprends cependant que ce n'est pas le rôle des citoyens de vérifier le propos du porte-parole de la Maison-Blanche. Nous vivons une époque compliquée sur ce point, mais nous avons également accès à une mine d'informations sur Google. Et c'est de notre responsabilité de vérifier avant de tweeter ce que disent les journalistes ou les experts, ce que les historiens racontent et ce que d'autres gens partagent. Il est très frustrant de voir les politiciens faire ce type de déclarations sur les réseaux, par exemple. Mais Twitter est une sorte de four auto-nettoyant qui permet de corriger les erreurs des uns et des autres. Quand j'observe l'écosystème formé par les utilisateurs sur les réseaux sociaux, je vois souvent les rédactions partager de fausses informations, sans effectuer les vérifications d'usage ou sans les sourcer correctement. En plus de ces utilisateurs, il y a aussi les activistes qui croient en certaines choses et veulent absolument partager leurs convictions jusqu'à véhiculer toutes sortes de propagande. Les journalistes font donc partie de cet écosystème et ils doivent agir en respectant les plus hauts standards éthiques pour éviter la moindre erreur. Nous vivons dans un environnement où il est de notre responsabilité d'indiquer au public ce qui est faux et ce qui ne l'est pas, pour leur permettre de détecter les informations crédibles. So it's no longer the case of, well, if it's false, nobody will see it. They are seeing it and they don't know whether to believe it. La seconde initiative menée par Facebook en partenariat avec Snopes, factcheck.org, PolitiFact, ABC News, tente de remplir les promesses faites par Mark Zuckerberg dans son post du 13 novembre 2016, dans lequel il annonce des mesures pour combattre les fake news. These social networks were created by people in Silicon Valley who really believed that if we created these platforms on top of the internet,
Les réseaux sociaux ont été créés par des gens de la Silicon Valley qui croyaient réellement que ces plateformes rendraient le monde meilleur. Que si les gens étaient plus connectés et qu'ils pouvaient échanger en temps réel, la société s'améliorerait. D'une certaine façon, Internet a permis cela. En revanche, il y a un côté sombre de la nature humaine que ces inventeurs n'avaient pas bien considéré et Internet a révélé cet aspect des choses. Les trolls sur Twitter, les fake news que l'on voit fleurir sur Facebook, tout cela fait partie de ce côté sombre. Et je pense que personne n'a réalisé ce qui arrivait. Tout le monde était bien trop excité par les possibilités infinies du web. Ceci dit, ce n'est pas vraiment surprenant qu'Internet soit simplement le reflet de la nature humaine. Les plateformes jouent un rôle essentiel dans cet écosystème. Elles possèdent les tuyaux par lesquels les fake news transitent. Elles reconnaissent maintenant qu'elles ont construit quelque chose de très puissant, capable du meilleur comme du pire, et que certaines utilisent désormais comme une arme. C'est pour ça que je suis très contente de voir les plateformes s'investir davantage. Évidemment, ce n'est pas un petit problème à régler. Ce n'est pas parce qu'elles ont fabriqué cette technologie qu'elles doivent censurer le contenu qui s'y trouve. La technologie doit devenir plus intelligente et apporter des solutions algorithmiques. Mais je ne suis pas sûre que ça constituera 100% de la réponse contre les fake news. Il faudra utiliser un mix d'algorithmes et d'interventions humaines. Je pense que dans quelques années, nous regarderons cette période comme le moment où ces plateformes auront effectué une transition cruciale en termes de responsabilité. C'est pour ça que je suis très heureuse qu'elles rejoignent cet écosystème et prennent leurs responsabilités. Facebook multiplie donc les actions en faveur des contenus dits authentiques et du journalisme. Entre sa participation à Crosscheck aux côtés de Google, la mise en place d'outils de fact-checking, le Facebook Journalism Project et les déclarations de Campbell Brown, une ancienne présentatrice vedette de CNN recrutée début 2017 pour gérer les partenariats avec les médias, qui déclare vouloir soutenir le journalisme, la société de Menlo Park, en Californie, ne cesse de montrer patte blanche. Mais est-ce réellement suffisant ? Après quelques mois, les efforts du plus grand réseau social mondial pour contrer la propagation des infos toxiques sur sa plateforme ne semblent pas porter leurs fruits. Le Guardian rapporte dans un article du 13 novembre 2017 que certains journalistes qui travaillent en collaboration avec le géant américain considèrent que les outils de fact-checking mis à disposition ne sont pas assez puissants et que Facebook a principalement procédé à une opération de communication destinée à redorer son blason. Un des journalistes chargés de fact-checker les infos sur la plateforme indique dans cet article que la société dirigée par Mark Zuckerberg refuse de rendre publiques les données rendant compte de ses efforts à mener la bataille contre la désinformation. Je n'ai pas l'impression que ça marche du tout, déclare-t-il. Les fausses informations continuent d'être virales et se répandent rapidement. Il semble même que l'outil mis en place par Facebook en décembre 2016 pour déclarer les fausses informations ait l'effet inverse de celui espéré. Toujours d'après le même journaliste, il apparaît que les infos, ainsi labellisées, attirent en réalité plus de trafic et deviennent plus faciles à trouver que les autres contenus. Nombre d'exemples sont également reportés dans un papier du Guardian datant de mai 2017 et que je vous invite vraiment à lire pour comprendre l'étendue du problème. Un des témoignages présents dans cet article est celui d'Aaron Sharkman, le directeur exécutif de PolitiFact, site lauréat du prix Pulitzer. Son site est un des partenaires de l'opération de fact-checking de Facebook et il explique notamment qu'à partir du moment où ses reporters ont vérifié un article, celui-ci peut encore rester disponible plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, sans que rien d'autre ne puisse être fait pour contrer les effets néfastes du post ainsi dénoncé. Un délai clairement en contradiction avec les objectifs du programme. President Obama criticized how false information can spread on the social network. As long as it's on Facebook and people can see it, as long as it's on social media, people start believing it. And it creates this dust cloud of nonsense. According to Pew Research, 66% of Facebook users say they get their news from the site. But at a tech conference last week, Facebook CEO Mark Zuckerberg dismissed the issue. I think the idea that fake news on Facebook influenced the election